Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un thème que je trouve assez fréquemment marqué dans les thérapies que je pratique. Et j'ai un petit peu cherché à comprendre le sens de cette situation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de solitaire, solitude ou être seul. Ce sont des mots qui, humainement, font peur, font mal. Si on prend d'abord la définition, solitaire, c'est être momentanément sans compagnie ou qui cherche un peu à s'isoler, un peu de solitude. La solitude, c'est la même chose, mais là, il y a aussi la notion de psychologiquement seul, un peu plus gênant. Et la notion d'être seul, c'est être sans compagnie ou isolé, mais c'est également aussi chercher la solitude, et enfin un mot moi, qui me plaît énormément, être unique. D'où venons-nous? Comment est-ce que nous nous structurons? Comment est-ce que nous nous façonnons au niveau de ces énergies, de ces émotions? Notre société émotionnelle, hyper connectée, pour un grand nombre, solitaire ou solitude, ça fait peur. Ou bien, si c'est en cours, c'est très mal vécu. Or, si on fait attention, on a tous besoin, à un moment donné, dans notre vie, à se trouver seul, à chercher un peu à s'isoler. Tout dépend de la variable suivant les personnes. Pour ça, donc, il faut comprendre que l'être humain, c'est une personnalité que l'on appelle singulière, unique. Mais elle a besoin de faire partie d'une société, d'un groupe, et bien entendu d'une famille ayant des pensées, des objets, des concepts communs. On pourrait peut-être dire, par exemple, à ce niveau-là, qu'on doit être seul en soi, mais en connexion avec l'extérieur. Dans la préhistoire, par exemple, on peut imaginer que, vu les grosses bébêtes qu'il y avait à travers les campagnes, que les gens ont eu envie de chercher à être en groupe. On est plus fort normalement, on sait normalement mieux se défendre. On est le fruit évidemment de cette évolution-là, et puis on est arrivé avec des regroupements, puis on est arrivé avec des villages, et puis on est arrivé avec des villes, et puis maintenant des monstrueuses villes. Notre éducation actuelle, elle est centrée sur l'importance, on dirait primordiale, de la famille, de la dépendance à la tribu, au groupe, au pays, à la société auquel la famille appartient. On entre dans cet environnement. Cet ensemble est en plus serti par les concepts religieux, contraignants bien souvent, tant dans l'aspect familial qu'en regard de la notion communautaire. Il faut donc oser penser que nous appartenons à un groupe, un état d'esprit, une pensée. Au niveau individuel, nous sommes donc imprégnés par la génétique, les mémoires ancestrales, les mois que nous avons vécus en sécurité dans le ventre de maman, et ce qu'on oublie de réaliser, c'est que nous entrons dans la vie à travers une séparation. On va sortir de cette quiétude d'être nourri, sécurisé, protégé, pour passer dans des mains inconnues, découvrir l'immensité de cet extérieur, brutalement comme ça, avec lequel on va devoir apprendre à cohabiter. Cette sensation, d'ailleurs, elle est profondément marquée pour celles et ceux qui ont été séparés par le fait d'être des prémas, par le fait de maladies, par le fait des jaunisses, pendant quelques jours on est séparé de maman. Tout ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans les séances que l'on fait avec les gens, des imprégnations qui peuvent venir de la prime naissance. Nous entrons donc directement dans un système et dans une situation
naturel, puisque nous sommes totalement impuissants en tant que bébé, on ne sait rien faire pendant assez longtemps. On va donc entrer dans une notion de dépendance indispensable pendant de nombreuses années, et ce sera bien entendu un obstacle plus tard, lorsque l'on va vouloir ou avoir nécessité de laisser exprimer son individualité. Dans la thérapie que je pratique, donc dans la racinologie holistique, on parle, nous, des émotions primaires qui gouvernent notre vie: culpabilité, dépendance, soumission. Et moi, j'y rajoute toujours une petite goutte, comme une épice sur un bon plat. L'épice ici, ça s'appelle le non-droit. Anciennement, nous étions éduqués par le ne pas. Tu ne peux pas, tu n'as pas, tu n'es pas. On ne se rend pas compte, en fait, on ne se rendait pas compte de l'impact énorme que cela a à avoir. J'ai donc parlé de la famille, de la tribu, de la société, de la religion, car ce sont des catalyseurs pour nos premières années. Ce sont nos éducateurs, ce sont nos modèles. C'est eux qui représentent l'idéologie collective. Et ils sont déjà imprimés en nous par la génétique, par l'éducation de maman, les vibrations que l'on va ressentir à travers, le transgénérationnel qui nous impacte très rapidement, et après ce que Freud et Jung ont appelé l'inconscient collectif. Donc on entre d'office dans cet environnement-là. Donc nous sommes tous imprégnés par famille, société, religion, maman, papa, et là qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on va chercher à plaire vis-à-vis de papa-maman, vis-à-vis de nos dirigeants en général, que ce soit l'instituteur, que ce soit... Et dans la société, on va devoir chercher à trouver sa place. Cette notion, justement, cette éducation, familiale, collective, sociétale, n'était pas, ça commence à changer un petit peu, on envisage ça différemment, n'était pas spécialement ouverte à l'individualité. Pourtant, toutes et tous, nous serons obligés un jour de découvrir cette individualité à partir du moment où on veut quitter la maison, où on veut former un couple. Et si on n'a pas trouvé son individualité, ben on va chercher à s'associer dans un couple, s'associer, c'est-à-dire fusionner ou se fondre ou se mettre au service d'eux. Alors que le couple futur, positif que j'espère de tout mon cœur, c'est qu'on arrivera à un moment donné à ce qu'il y ait deux individualités qui s'assument chacune et qui ont envie de partager leur qualité, leur valeur, leur existence, leur aspect unique, et en faire un nouvel, unique, pas fusionné, partagé plutôt. On apporte chacun quelque chose à l'autre. Donc, les liens familiaux, les liens amicaux, l'envie de plaire, tout ce que je viens de vous montrer là au-dessus, amène évidemment à cette sensation de avoir une espèce de dette. Est-ce naturel de le penser? Je crois. Et pourquoi est-ce que j'y crois? C'est pas naturel. Mais je crois qu'on peut dire que c'est naturel parce que c'est imprégné, c'est imprimé. On l'a déjà dans notre génétique, on l'a déjà dans le transgénérationnel. Donc, en fait, ce sont des informations qui se transmettent, qui avancent comme cela, jusque dans les années 80-90, on va y arriver après, où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, et donc c'est ça qui semble un petit peu bordélique à l'heure actuelle. Avant l'an 2000, on était naturellement dans la notion d'obéissance, une sorte de soumission. Il y avait bien entendu quelques rebelles. J'en ai fait partie d'une certaine façon, parce qu'on obéissait quand même. Alors qu'on va se rendre compte que les enfants nouveaux, ils sont quand même assez différents. Ils sont assez différents parce que, moi j'ai appelé ça donc l'enfant nouveau, l'enfant de l'an 2000, ça commence déjà dans les années 1990. On dirait que eux, ils n'ont naturellement plus cette notion de culpabilité, dépendance, soumission.
on a cette sensation qu'ils ont l'impression qu'ils sont là pour exister et que c'est normal d'être là, que c'est normal qu'ils soient ce qu'ils sont, comme ils sont, avec ce qu'ils pensent, et donc ils peuvent s'affirmer parfois très tôt. Je ne dis pas, pour déjà pallier un petit peu aux réflexions de certains, que les enfants d'aujourd'hui sont parfaits. Mais je dis qu'il fallait passer par cette étape parce que on était trop dans un système où on se tait, on écoute, on obéit. Et puis à un moment donné, il faut prendre ses dispositions, il faut assumer, il faut affronter les choses que l'on n'a pas vraiment eu l'opportunité de découvrir avant, puisqu'on était dans l'obéissance et dans la soumission. Comment est-ce que ça a basculé? En fait, il s'est fait que en 80, 90, heureusement, on commence à reconnaître beaucoup mieux le droit de la femme, c'est encore loin, mais enfin, c'est le moment d'ailleurs où on va voir une explosion de séparation dans les couples et tout, puisque dès lors que l'on peut exister un peu mieux seul, on a envie de découvrir parce qu'on s'est senti oppressé, par exemple. Il y a eu donc une vague importante, il y a eu le féminisme aussi à ce moment-là, c'est un peu l'excès de la liberté qui a assez rapidement pris un meilleur équilibre, je pense. Et à ce moment-là, il s'est fait que pour les enfants de ces époques, donc 90, 95, 2000, les parents n'étaient pas préparés à ce nouvel état d'esprit. Parce qu'eux-mêmes étaient occupés à essayer de sortir du système ancien. Ils ne voulaient plus être soumis, ils ne voulaient plus systématiquement obéir, ils ne voulaient plus systématiquement être empêchés d'eux, mais en même temps, il n'y avait pas de modèle devant eux, puisque c'était une nouvelle perception, une nouvelle version. Et donc les enfants ont été un petit peu déjetés de cette notion où on sort du fait qu'on doit être à l'image d'eux, on doit suivre le schéma, l'idéologie familiale, c'est comme ça dans la famille depuis des générations, et donc automatiquement on perd les modèles puisqu'on ne suit plus la norme ancestrale. Et là il y a eu des personnages explorateurs, provocateurs, qui ont essayé justement de montrer qu'il y a des choses différentes qui doivent exister. Et leur phénomène à eux, c'est qu'ils ont dû sortir du système ancestral, donc qui était cellule, d'abord on appelle ça la cellule familiale, c'est quand même assez intriguant comme mot. Ils devaient sortir de cette cellule familiale pour oser exprimer des choses différemment et oser aller vers l'extérieur, sortir des notions habituelles de l'enfant dans la soumission, qui était dans le obéir, c'est-à-dire plaire, c'est-à-dire avoir besoin de nourriture, c'est-à-dire essayer de ne pas trop se faire punir pour ne pas avoir le sentiment d'être rejeté, et qui après entrait dans une société dans laquelle il fallait essayer à l'école, par exemple, d'être accepté dans le groupe, et puis ensuite, il fallait essayer de s'affirmer, de partager, mais toujours avec la soumission, l'obéissance. Et donc c'est un système, et c'est logique, qu'il y a des autorités, il y a des gradations et tout, mais on n'était pas habitué, on n'était pas apte à aller vers cette notion. Et pour pouvoir être soi-même, avec sa particularité, sa singularité unique dans une société, évidemment, il faut être fort. Et être fort, assez étonnamment, c'est être capable et ne pas se sentir en danger quand on s'évalue, quand on estime, quand on se structure, quand on réfléchit à qui l'on veut être seul. Et c'est ça qui est super important, et je me rends compte souvent quand je parle avec des personnes, dès que je dis votre thème, c'est que vous allez devoir vous construire seul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je ne dois plus copier, je ne dois plus faire comme, je ne dois plus essayer de plaire à tout prix, ou d'obéir à tout prix, de faire ce que l'on veut exiger de moi, parce que ce n'est pas normal de vouloir
exiger d'un enfant qu'il devienne X, Y, Z. Et il me faut cette capacité d'être, mais en même temps en restant sociable. Et donc ça ne veut pas dire que je n'aurai pas quelqu'un dans ma vie, ça ne veut pas dire que je ne formerai pas un couple, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'amis. Mais si je veux pouvoir, à tout niveau, à tout moment dans ma vie, si je veux pouvoir m'affirmer, être moi-même, être en accord avec ce que je dis, ce que je fais, ou ce que je ne dis pas et ce que je ne fais pas, car ça se marque aussi dans l'absence, mais il faut pour ça que je n'ai pas peur de cette notion que l'on va ramener maintenant de solitaire. Je suis capable d'exister par moi-même, je suis capable d'être quelqu'un seul, et c'est avec plaisir, c'est avec bonheur que je peux partager avec d'autres personnes qui vont pouvoir accepter et reconnaître ma personnalité et eux-mêmes partager et non plus imposer, ce qui était un des phénomènes naturellement consécutifs à tout ce système. Et donc, l'important, c'est être seul, c'est que je ne suis pas lié à l'image de quelqu'un, je ne suis pas lié à paraître ou à être comme ou à vouloir à tout prix ressembler à, mais j'accepte d'être moi-même puisque chacun de nous est un être unique, avec toutes ses singularités. Et donc il faut oser se découvrir. Et pour se découvrir, ben, il faut savoir entrer en soi, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire être seul. Seul avec soi-même, c'est être en accord avec soi-même, en découverte de soi-même, et ça ne veut pas dire que je n'ai pas à avoir de contact et de partage avec la société extérieure. Mais moi, et je terminerai sur ce mot-là, qui est toujours chez moi très important, je suis en accord pour partager avec les autres, pour échanger, pour écouter, pour donner, pour recevoir, dans le respect réciproque. Respect, c'est la clé absolue de toutes les valeurs, à mon avis. Et donc, se réaliser, à mes yeux, c'est sortir du moule, du cadre normal, entre guillemets, pour affirmer l'être unique que l'on est, tout en partageant ses valeurs, et je retermine, dans le respect réciproque. D'ailleurs, petit jeu de mots pour ceux qui me connaissent et qui savent comment j'adore le français et les jeux, vous cherchez l'anagramme de seul et vous allez trouver élu au pluriel. Donc ceux qui sont seuls, qui savent être bien seuls, font partie des élus. Des élus, pardon. À tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.